Bonjour à tous, nous sommes en pleine campagne électorale, municipale et régionale. Et dans ce numéro d'En route pour les locales, je reçois le candidat indépendant de Cocody, professeur Timoko Doumbia. Vous êtes tête de liste tous pour le développement participatif. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Alors professeur, on vous connaît, votre parcours universitaire parle pour vous. Vous avez exercé de hautes fonctions dans des institutions nationales et internationales. Qu'est-ce qui fait que vous vous battez pour la mairie de Cocody? Merci. Le devoir de reconnaissance. Je suis un fils de Cocody. Vous le savez, j'ai grandi à Cocody. J'ai fait participer aux associations de jeunesse à Cocody. Je fais partie des tout premiers jeunes à participer à la mise en place de l'union de la jeunesse de l'union communale. Donc je m'intéressais déjà à la chose publique. Du temps de M. Hucher. Hucher à Soin, exactement. Donc j'étais le premier président des jeunes de la Cité des Arts et je suis membre fondateur de l'union communale. Ensuite, j'ai fait mes études à l'université de Cocody. C'était l'université nationale, qui est aujourd'hui l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai obtenu 2 doctorats. J'ai vécu donc à Cocody, j'ai exercé mes activités à Abidjan, résident à Cocody, et j'ai amassé une somme d'expérience. À ce niveau où je suis aujourd'hui, professeur titulaire des universités, je pense avoir servi quand même à divers niveaux. Mais Cocody, où j'ai tout commencé, est-ce suffisamment donné à Cocody? Je pense que le moment est venu de partager mon expérience pour Cocody. Très bien. Alors, vous êtes, comme je le disais, une figure du monde universitaire, professeur titulaire de socio-économie du développement, comme vous l'avez dit. Vous êtes aussi chef d'entreprise, Oui. C'était à remarquer. Alors, le développement de Cocody, vous le disiez tantôt, c'est votre principal objectif. C'est ce que d'ailleurs j'ai compris en lisant un peu toute la documentation que j'ai reçue à propos de votre programme de développement. Mais en attendant, nous avons demandé aux habitants de Cocody si eux, ils vous connaissent. Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro d'Aruna Zeba et de Armand Blidou. Prof Timoko Doumbia, je sais qu'il fait des dons. Il fait des charités. Je sais que c'est un candidat à l'élection municipale. Monsieur Timoko Doumbia, vous n'êtes plus à présenter ici. Et sachez que vous faites partie des ticônes de la Côte d'Ivoire. Et cela n'est pas suffisant. Vous faites partie des ticônes de la Côte d'Ivoire parce que vous réduisez en quelque sorte le taux de chômage. Parce que vous avez recruté, vous avez employé pas mal de personnes. Non, j'entends son nom, mais je ne le connais pas personnellement. Ça, franchement, j'entends son nom. Vous voyez, à chaque campagne, à chaque élection, chaque candidat vient se présenter. Nous, on ne peut pas dire quoi que ce soit. Nous souhaiterions que ce candidat qui vient se présenter puisse faire l'affaire de Cocody. Alors, professeur, vous n'êtes quand même pas à votre toute première campagne électorale dans cette même commune de Cocody. Il y en a qui vous connaissent bien et il y en a qui ne vous connaissent pas du tout. Oui. Alors, phénomène tout à fait normal pour une commune comme Cocody qui a près de 500 000 habitants. Vous conviendrez avec moi que si vous n'êtes pas une personnalité publique devant les écrans au quotidien, si vous n'êtes pas dans les instances gouvernementales qui vous permettent de vous hisser toujours devant les écrans, de passer tout le temps à la télévision, il n'est pas évident que vous puissiez vous faire connaître. Je me réjouis de savoir au moins qu'il y a quelques gens qui me connaissent. Alors, ma première expérience, justement, elle a été la première tentative, c'était aux législatives. Et comme je l'avais dit aux populations, en vérité, ma vocation n'était pas d'aller au Parlement parce que j'estime que le Parlement, c'est souvent les enjeux au niveau des partis politiques. Mais moi, je partais au Parlement pour peser de tout mon poids par rapport aux préoccupations de Cocody parce que mon objectif
était de diriger la mairie de Cocody et je savais qu'il y a des réformes à opérer, surtout en ce qui concerne le transfert des compétences vis-à-vis des collectivités décentralisées. On va en parler tout à l'heure. Alors, depuis 1978, vous êtes habitant de Cocody, vous êtes à Cocody, vous avez tout fait à Cocody, mais est-ce que cela suffit à faire de vous le candidat le plus légitime d'entre tous les autres candidats pour parler de Cocody? Oh, pas forcément, seulement. Tout dépend de la façon dont on apprécie les choses. Moi, j'ai grandi à Cocody et je vous ai dit que déjà je m'intéressais à la chose publique, puisque j'étais président des jeunes. J'ai donc vu grandir Cocody. Et moi, je vous le dis, les yeux fermés, je suis avec mon chauffeur, je lui dis, va à droite, je connais tout Cocody, toutes les ruelles de Cocody. Parce que j'ai vu Cocody progresser. Premièrement, ayant grandi à Cocody, m'étant intéressé à l'évolution de Cocody, aux activités qui s'y déroulent, je pense que j'ai une légitimité suffisante. Et puis, par la prise de conscience que Cocody a beaucoup fait pour moi, que je dois en retour me mettre au service de Cocody, je pense que je suis parmi les plus légitimes. On dit que Cocody est une commune UP, mais est-ce que vous avez fait le même constat que nous autres, qu'à Cocody aujourd'hui, il y a peut-être plus de pauvres que de riches? Je l'ai dit souvent, lors de mes rencontres avec les populations, j'ai dit il faut se détromper. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre Cocody. Ce n'est pas le Cocody des années 70 de nos parents, de nous-mêmes quand nous étions jeunes. Cocody a connu une croissance exponentielle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, Cocody, c'était une cité des bourgeois. Et petit à petit, à côté de ces bourgeois, nos parents avaient ce qu'on appelait les chauffeurs, les cuisiniers, les ouvriers, qui, eux, n'ayant pas suffisamment de revenus, ont commencé petit à petit à habiter dans les quartiers qu'on appelait les quartiers précaires. Et il y a une population automatiquement qui a commencé à naître là. Et comme Cocody aussi étant le quartier qui commençait à se développer, d'autres ouvriers sont venus s'installer et de façon anarchique évidemment dans ces quartiers précaires où souvent on connaît des difficultés. Et après, il y a eu cette seconde phase de développement des infrastructures. Donc il y a eu des constructions qui se sont développées de façon rapide à Cocody et à toutes les bourses, à tous les prix. Sans compter que Cocody, en grandissant, est devenu maintenant frontalier avec d'autres quartiers qui étaient moins huppés que Cocody. Donc aujourd'hui, comme je le dis, à Cocody, il y a trois catégories. Il y a ceux qui sont les plus riches, qui ont des revenus suffisants en abondance. Il y a ceux qui sont des cadres, qui ont des revenus stables, qui ne sont pas riches, mais qui ne sont pas pauvres. Donc la classe moyenne. La classe moyenne, comme on pourrait lui dire. Et puis après, il y a ceux qui sont en grande difficulté. Et ce sont ces trois populations qui cohabitent. Et il faut trouver le moyen de faire en sorte que dans une relation d'interdépendance et dans un processus de solidarité gagnant-gagnant, on puisse se permettre de faire sortir Cocody de ces difficultés. Donc il faut repenser la gestion même de cette commune. Voilà, c'est pourquoi le paradigme du développement participatif intervient là. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais pour faire un état des lieux oui. Des problèmes de Cocody, nous sommes allés à la rencontre des habitants de Cocody. On les écoute, ils sont toujours au micro d'Harouna Zeba et d'Armand Blédou. On les écoute et puis on reprend le cours normal de cet échange. De l'environnement, vous pouvez le constater. Il y a des voies qui ne sont pas forcément bitumées, même si c'est bitumé, c'est encore à l'état archaïque. Les ruelles ne sont pas propres. Il y a des ruelles qui ne sont pas propres. Même s'il y a des rues les rues principales, ce sont ces rues principales qui sont propres. Et on peut même voir ici, il y a des poubelles. Donc là, il y a ce point à souligner. La propreté là est bon. Celui qui va gagner ici, il n'a qu'à suivre les propretés là. Et il n'a qu'à suivre le problème des gens là. Quand celui qui a un problème, il n'a qu'à regarder là. Pour nous là, il n'a pas regardé. C'est notre quartier là. C'est notre quartier que Sigozi a pris là. Donc, problème seulement là, moi, c'est qui me fait mal là. Avant, Sigozi dit une maison là, il nous a donné. Maintenant, il ne nous a pas donné maintenant. Et puis, il nous a mis au dehors comme ça là.
C'est ça qui me fait mal. À Cocody ne veut pas dire que tous ceux qui habitent Cocody sont riches. Non, ça ne veut pas dire que tous ceux qui habitent Cocody sont riches. On fait avec. On fait avec. On fait avec. Mais avec cela aussi, on arrive quand même à joindre les deux bouts. Mais quand on dit à quelqu'un, par exemple, un homme de Cocody, un monsieur, un gars, une dame de Cocody, il faut le marché de Cocody, il faut verser au moins 1 million, 2 millions pour avoir une place dans le marché. Vraiment, c'est trop excessif. Pas d'activité, vous voyez que c'est difficile. La commune de Cocody, il peut dire non, que c'est déjà propre. Voilà. Et cette fois-ci, la personne qui a pris, c'est Ungwa Mathias, il a rendu la commune de Cocody. Donc moi, mon souhait, pour que lui il reste toujours pour qu'il arrête la commune de Cocody. Je pense bien qu'à Cocody, nous sommes souvent confrontés à des problèmes concernant la délocalisation des personnes qui sont un peu moins nantis financièrement. La dernière fois, je ne peux pas vous donner la date précise, mais au niveau de la commune de Danga, il y a eu des maisons qui ont été cassées. Bon, à savoir si ces gens-là, ils ont été, dédommagés. Alors, professeur, vous les avez écoutés, vous-même vous prenez le développement participatif. Alors, question toute simple. Est-ce que votre projet de société a été le fruit d'une réflexion participative? Alors oui, je parle de mon programme de gestion communale. Nous impose le développement participatif. Il faut que vous sachiez à partir de quoi. C'est quoi le développement participatif? Vous savez, nous les chercheurs, nous les enseignants, nous avons en tant que socio-économistes participé à beaucoup de travaux de recherche, que ce soit avec le PNUD, notamment d'autres institutions internationales. Et surtout, j'ai beaucoup travaillé sur le document des stratégies de réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire, où j'en fus le président de la restitution de la commission finale, entre le draft 1 de 2002, avant la crise. Alors, j'ai aussi fait ma thèse. Ma première thèse d'État, c'était les impacts de l'ajustement structurel sur les retombées socio-économiques du plan d'ajustement structurel sur la Côte d'Ivoire. Deuxième thèse, politique économique et stratégie de lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Vous voyez déjà l'orientation que prend mes travaux de réflexion. Et c'est ça toute ma vie. Alors, nous sommes partis du constat, si on prend le plan d'ajustement structurel, que les politiques économiques qui ont été conçues par les institutions de Bretton Woods n'ont pas pris en compte les réalités du terrain. Les dirigeants des pays africains n'ont pas été associés à la mise en œuvre, à la conception et à la mise en œuvre de ces politiques, d'où l'échec des ajustements structurels. Alors, nous sommes partis dans mes travaux, nous sommes arrivés à la conclusion que lorsque vous voulez concevoir une politique économique, et cela fait partie de notre personne, parce que le socio-économique est différent de l'économiste pur, en ce sens que le socio-économique, tout en pensant les politiques économiques, pense que le social ou l'homme doit être au centre de la conception et de la mise en œuvre des politiques économiques. Donc, nous estimons que, où que nous sommes, dans tous les paliers de l'activité économique, lorsque vous voulez mettre une politique qui prend en compte les préoccupations qui doivent avoir un impact sur les populations, il faut associer ces populations-là à la conception et à la mise de ces politiques économiques. Alors, quels sont aujourd'hui les grands axes les grands axes, propositions? Voilà, les grands axes pour moi d'abord. Le premier. Le premier d'abord, grands axes. Nous partons du principe que les états généraux du développement doivent se faire. Ces états généraux du développement vont associer les présidents des syndics, qui sont les différents représentants dans tous les quartiers, les associations de jeunes, les associations des femmes, les religieux et toutes les forces vives de la commune de Cocody. Et ce serait pour donner quoi? Voilà. Alors l'objectif de ça, c'est quoi? C'est que la politique économique que nous prévoyons, qui consistera à faire en sorte avec un point de décalage. Parce que la réalité de tout ce que nous venions de dire tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, Cocody s'est agrandi. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a le problème de salubrité, les problèmes de sécurité. Mais il y a un problème que les gens ne regardent pas parce qu'on considère que la mairie a pour rôle de construire les hôpitaux, les centres de santé, aménager les routes. Mais et les populations elles-mêmes, les jeunes, les femmes qui finissent les études, qui sont au chômage et qui n'ont pas d'activité. Mais je pense que la mairie doit penser une autre façon d'approche. Pour moi, au-delà de la fonction régalienne,
qui est celle de construire ces structures pour lesquelles encore je demande une approche participative parce que le budget de la mairie ne peut pas être capable de régler tous les problèmes immédiatement. Donc ce qu'il faut, c'est de faire en sorte qu'avec les populations, on détermine des axes prioritaires par un consensus et on dit nous prenons tel élément pour axe prioritaire cette année et en fonction du budget disponible, on met à exécution. Ça, c'est un développement participatif. Autre élément, nous estimons que les jeunes, il y a du potentiel. Je vous parle que socio-économie, je participe au document de réduction de la pauvreté. Je suis socio-économiste, j'estime qu'il y a un potentiel économique à Cocody. Cocody est comme un micro-pays pour lequel il faut mettre une politique économique pour mettre les jeunes au travail, pour mettre les femmes au travail. Et qu'est-ce qu'il faut? Or, je pense que la transformation du secteur informel en secteur formel est un enjeu important, à la fois pour Cocody, même pour toute la Côte d'Ivoire. Vous comprendrez que dans la plupart des pays occidentaux, 60 à 60% des emplois et même des chiffres d'affaires de l'économie reposent sur les PME et PMI. Donc il s'agira pour moi, tous les petits métiers qui sont à forte potentialité de rentabilité puissent être occupés par les jeunes. Mais le problème qui se pose au niveau des jeunes, c'est quoi? Il y en a deux. Comment financer leur Non, il y en a projet? deux. Il y a le problème de gouvernance. Et ça, je parle en sachant, en tant que sachant. Pour les études que j'ai encadrées et autres, je sais les problèmes qu'il y a. Le premier problème, c'est un problème de gouvernance. C'est-à-dire? Parce que même si vous mettez les fonds à la disposition des jeunes, quand vous voulez monter la petite entreprise n'arrive pas à connaître une véritable croissance parce que les jeunes n'ont pas l'habitude de gérer et ils sont impatients. Donc ces entreprises ne connaissent pas une longévité. Donc qu'est-ce que je propose? Je propose ce que j'appelle le renforcement des capacités en nous appuyant sur des sachants résidents à Cocody. Parce que ce que vous deviez savoir, c'est que Cocody étant une cité des cadres, il y a beaucoup de cadres qui sont à 55 ans, 60 à la retraite et qui sont encore disponibles pour accompagner l'encadrement des jeunes. Donc, problème de gouvernance étant réglé, problème de gestion étant réglé, l'entreprise peut devenir viable. Deuxième problème, le problème de financement. Le problème de financement se pose avec acuité. Alors, on a recours souvent aux banques. Mais le problème qui se pose au niveau des banques, c'est les taux d'intérêt. Les banques ne prêtent qu'aux riches. J'en viens. Le problème, c'est le taux d'intérêt, d'abord. Un taux d'intérêt très élevé et qui finit par être considéré comme une forme d'anarque. Donc, vous avez un taux d'intérêt élevé, vous avez des impôts à payer, votre entreprise ne peut pas décoller. Et donc, ça devient compliqué. Deuxième problème, accessibilité même à ces prêts. Difficulté d'accessibilité à ces prêts. Parce que les banques, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, ne prêtent qu'à ceux qui ont des ressources conséquentes ou des garanties. Donc, qu'est-ce que moi je propose? Je contourne cette approche par deux. La première approche que je propose, c'est ce que j'ai dit. Je dis que j'ai constaté, à travers les nombreuses études qui ont été menées, qu'il y a une génération de cadres qui ont des revenus, qui veulent investir, et même qui ont tenté d'investir. D'ailleurs, mes enquêtes sur le terrain, encore à travers la campagne, l'ont montré. Mais ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont pas réussi comme vous l'avez pu réussir, en vous mettant à votre propre compte. Bon, est-ce qu'on a réussi? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne s'y connaissent pas, ou ils ont d'autres activités, n'ont pas le temps de bien gérer leurs affaires. Je leur propose, voici une activité rentable, susceptible de générer des bénéfices. Prenez des parts. Vous voyez des Occidentaux qui se promènent toute l'année à travers le monde. Vous croyez que c'est quoi? Ils ont pris une action par-ci, une action par-là, une autre action. Quand ça atteint suffisamment de dividendes, ils estiment qu'ils n'ont plus le temps de travailler, ils doivent se promener avec le résultat, le fruit des actions qu'ils ont menées. Donc moi, étant donné que dans un processus de développement participatif, je serai en contact avec les populations, je veux concevoir des programmes de développement, des programmes d'activité génératrices de revenus, et je veux que ces populations-là participent aux capitaux, pour leur permettre d'avoir des plus-values en fin de gestion. Deuxièmement, créer des emplois pour les jeunes, qui ces jeunes-là eux-mêmes seront, dans un processus que nous avons conçu, actionnaires de ces mêmes entreprises. Parce que les études nous indiquent que plus une personne est actionnaire dans une affaire, mieux la personne s'y implique. Alors, professeur, comment vous financez cela, ce projet, votre projet? Mais je le finance par la contribution des uns et des autres. C'est-à-dire? Mais je vous dis, je vous prends. Par exemple, j'ai pris le marché de la distribution, pour lequel j'ai fait déjà des études. Ces petites boutiques des Mauritaniens autres que vous voyez, est-ce que vous savez que ces Mauritaniens qui y travaillent touchent au moins 150 000? C'est le salaire de quoi? C'est le salaire d'un attaché à la fonction publique de Côte d'Ivoire. Ils touchent au moins 150 000. Et d'autres vont jusqu'à 200 000. Vous comprenez? Ce secteur, il s'étend, Cocody s'étend tous les jours. On a besoin de créer cette structure.
Mais pourquoi ne pas créer une entreprise qui le ferait? Moi, j'ai pris déjà des contacts avec une structure qui est prête à nous accompagner dans ce processus. Ben, tout ce que j'ai dit, c'est parce que j'ai d'abord pris des contacts, j'ai d'abord fait les études avant de pouvoir les présenter aux gens. Parce qu'on n'a pas le temps une fois qu'on est élu. Il faut aller vite. Alors, une fois ça c'est fait, monsieur, je viens vous dire, monsieur, voici le business plan d'un projet. Ce projet, nous ouvrons le capital pour que vous puissiez aider les jeunes à avoir du travail. Mais vous-même, en fin d'année, voici ce que vous gagnez. Sur 10 ans, 15 ans, voici ce que ça vous rapporte. Vos économies que vous aviez, vous ne savez pas où les placer. Moi, mais je vous garantis, investissez votre argent là, vous avez des chances de vous en sortir. Mais écoutez, c'est l'imagination, la créativité. Est-ce que vous pouvez faire tout ça si le transfert des compétences n'est pas effectif? Non, le transfert des compétences n'intervient pas là pour l'instant. D'accord. Voilà, ça n'intervient pas là. Moi, en tant que... Puisque vous prenez l'initiative... Voilà, je prends l'initiative de me mettre au devant pour encourager les populations, pour regrouper les populations, parce qu'il faut les mettre en confiance. Parce que même vous voulez créer une entreprise. Moi-même, je suis un entrepreneur. Je veux que ceux qui veulent mettre leur argent soient sécurisés, soit mis en confiance. Voilà. Le transfert des compétences, lorsqu'il interviendra, ça nous rendra la chose beaucoup plus facile pour permettre de faire d'autres choses. Aller prendre des crédits par-ci, par-là. Le deuxième élément dont je parle, c'est qu'il faut qu'on arrive finalement à inciter les populations à mettre un système de microcrédit en place qui aura pour vocation à accompagner les entreprises déjà existantes, mais qui sont de Cocody, mais en même temps les nouvelles entreprises qui vont vouloir se mettre en place. Ça, vous le ferez avec les banques ou vous le ferez avec non, je pense qu'il faut créer une microfinance. Je pense que la création d'une microfinance par un certain nombre d'élites de Cocody, moi-même, je serai le premier à prendre des pas pour encourager les gens, à prendre des pas dans la mise en place. Parce que j'ai déjà un dossier bouclé sur toute la procédure de la création d'une microfinance. C'est un travail que nous faisons depuis longtemps. Et donc, quand nous allons le faire, on va créer les conditions, mettre des balises, mais permettre aux gens d'avoir accès au crédit pour développer, pour agrandir leur activité et pour générer des emplois. Parce que nous allons créer aussi des conditions additionnelles. Vous voulez prendre des crédits, l'objectif c'est quoi? Vous voulez créer suffisamment d'emplois. Nous, ce qu'on veut, il faut créer des emplois pour les jeunes, pour les femmes. Alors, certains pensent que développer Cocody aujourd'hui passerait par les nouvelles technologies. Est-ce que... Bon, écoutez... Parce que c'est dans l'air du temps aussi. Oui, écoutez, vous savez qu'il faut faire attention quand on aborde les concepts. Pour pas de nouvelles technologies, développer Cocody de quelle manière? Moi, je sais que les nouvelles technologies, c'est une nouvelle approche qui contribue. Pour preuve, nous sommes actuellement, grâce aux nouvelles technologies, je suis en train de communiquer avec vous, ça va s'étendre un peu partout. Voilà. Les nouvelles technologies ne sont pas la panacée. Les technologies ne peuvent pas tout régler. Par contre, on doit s'appuyer sur les nouvelles technologies pour améliorer l'existant, et ce que nous mettons en place via les nouvelles technologies, nous pouvons être plus efficaces dans le travail. Alors, de façon concrète aussi, aujourd'hui, on peut le dire, la commune de Cocody n'est pas certainement la plus propre de Côte d'Ivoire. Il y a donc un véritable problème de salubrité aujourd'hui à Cocody. Est-ce que c'est votre point de vue? Alors, comment régler cela de façon concrète? Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord sur la question de la salubrité. Vous voyez, des populations disent, on le connaît parce qu'il fait des dons. Effectivement, j'ai fait des dons pour aider des personnes pour les ramassages des ordures, à acheter quelques motos et autres pour aider les tricycles et autres. Mais je n'ai pas fait le don au hasard. J'ai fait le don parce que moi-même, je savais que le problème de salubrité s'est posé. Donc, quand les gens m'ont sollicité, j'ai estimé que c'était une part contributive, mais qui n'était pas la solution définitive. Alors, quand je vous parle des états généraux, je crois que ça me paraît essentiel. Parce pour poser tous ces problèmes-là. Ah, il faut les poser. Et il faut qu'ensemble, on décide du schéma à suivre. Parce que, quand vous parlez du transfert des compétences, la question de gestion des ordures, ça dépend du district. Ça dépend du ministère. Donc les maires, je me rappelle à une époque où maire a mené un combat pour qu'on puisse transférer la gestion des ordures à Cocody. Malheureusement, il n'a pas gagné ce combat à cause des gros intérêts qui sont autour. Donc lorsque de l'autre côté, le pouvoir ne veut pas vous faire les concessions, il faut faire preuve de créativité. Donc, mais vous savez, les populations ne s'engagent à consentir des sacrifices que lorsqu'ils pensent que celui qui est au devant
s'occupe de leurs problèmes, est proche d'eux et les consulte. C'est pourquoi la consultation va s'avérer nécessaire. Nous allons nous asseoir, nous allons réfléchir, nous allons élaborer les stratégies ensemble pour pouvoir régler ces problèmes d'environnement, notamment au niveau des ordures. Vraiment, il faut qu'on y trouve une solution. Donc, il n'y a pas de solution immédiate à proposer si jamais vous étiez élu maire. Ah non, s'il y a la solution, mais seulement, comme je vous l'ai dit, je dis que j'ai mon programme que je vous présente. Mais il doit être validé par vous à 2 niveaux, en me lisant et ensuite à vous en appropriant lorsque nous allons faire les états généraux. Alors comment allez-vous gagner aujourd'hui la bataille, je vais dire le pari de l'urbanisation de Cocody? Ça peut paraître... Voici un grand combat qu'il faut gagner. Mais voyez-vous les inondations récemment? Bah oui. Mais les inondations émanent de quoi? Les gens, chacun se défend, tire... Mais moi je vous dis que je connais Cocody jusqu'aux dernières limites actuellement. Jusqu'au niveau de Bégerville, du côté d'Abobo, un peu partout. Mais regardez comment les constructions se font. Les gens vont jusqu'à construire dans le passage naturel de l'eau. Est-ce que le maire que vous serez peut-être pourra proposer et imposer des solutions pour régler ces problèmes-là? Vous savez que... Est-ce que cela relève des compétences? Vous savez que justement, quand vous parlez de transfert des compétences, c'est cela. Mais dans la vie, il faut que chacun assume pleinement ses responsabilités. Quand vous voyez des faits qui se produisent, des choses qui se font, que vous ne les dénoncez pas, vous êtes coupable, vous êtes complice. Mais dans ce cas, il ne suffirait pas seulement de dénoncer, il faut agir. Oui, non. Qu'allez-vous faire? Non, vous dénoncez. Par exemple, vous savez que un des pouvoirs de la mairie, c'est la mairie qui donne les permis de construire. Hein? Mais comment vous pouvez donner des permis de construire à des gens sur des caniveaux? Mais ce sont des choses qu'il ne faut pas accepter. Et vous savez bien que c'est le passage naturel de l'eau. L'eau qui va depuis là-haut à Dabobo et qui descend vers la mer. Et que Cocody est dans une situation de pente. Mais quand les gens commencent à construire, vos services sont où? C'est pourquoi il faut être le maire du peuple. Se déplacer souvent dans les quartiers pour voir ce qui se passe. La première des choses, au moins ce pouvoir, vous l'avez, il faut l'appliquer. Si je refuse de te donner un permis de construire, tu ne le construiras pas. Si tu tentes de le construire, nous ferons le preuve d'effort. Si ça ne va pas, l'autorité va trancher ou bien nous serons devant les tribunaux. Parlons d'urbanisation. Oui. Vous avez suivi récemment ce qui s'est passé à Cocody Danga? Ah oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah non, beaucoup d'amertume. Et qu'auriez-vous fait? Beaucoup d'amertume. Et moi d'abord, je me serais opposé. Je vous dis, en tant que socio-économiste, il est inacceptable qu'on traite les populations comme des moins que rien. Vous savez, nous, les spécialistes du développement, nous avons un minimum de critères pour parler du bien-être de l'être humain. Les autres aussi ont leur raison. Ah non, j'en viens. Mieux se nourrir, mieux se loger, mieux se soigner et mieux se vêtir. Ça veut dire que si un des éléments manque, il y a problème. Alors, quel que soit votre droit, parce que moi j'ai discuté avec les propriétaires, c'est problématique, c'est problématique. Voilà. Quel que soit votre droit, si vous devez déguerpir des gens dans ces conditions-là, à un moment où il y a la pluie, à un moment où c'est la rentrée scolaire, mais il y a des méthodes. Et puis dans tous les pays du monde, on déguerpit les gens. Mais on trouve des situations de recasement. Ça, c'est la moindre des choses. Mais cette terre dans laquelle nous vivons, elle sert à quoi? Elle sert à servir l'homme. Si vous n'êtes pas capable de prendre les préoccupations d'un homme en compte, c'est que vous n'avez pas servi à votre société. Qu'est-ce qui fait en fait la richesse aujourd'hui de la commune de Cocody? Bon, je dirais c'est notre diversité, comme j'ai dit, les trois pans, parce que ce n'est pas dans tous les quartiers d'Abidjan qu'il y a ces 3 pans. Voilà. Là, à Cocody, les plus riches de Cocody, de Côte d'Ivoire, résident à Cocody. Les hauts cadres de Côte d'Ivoire résident à Cocody. Je ne dis pas qu'ils n'en aient pas dans les autres quartiers, mais nous sommes les plus nerveux à en disposer. Et puis, on connaît aussi une marque des plus difficiles. Ça,
Cette diversité est une richesse qui doit faire l'objet d'une expérimentation pour faire en sorte que comment ceux qui sont les plus riches peuvent contribuer à tirer ceux qui sont les moins riches pour que l'équilibre, le bien-être puisse être. Pensez-vous qu'on est si solidaire aujourd'hui? Mais nous ne le sommes pas parce que nous ne prenons pas les initiatives. Sinon, dans aucun pays du monde, finalement, on dirait qu'il y a de la solidarité. Mais ceux qui prennent les initiatives peuvent faire quelque part parce qu'il y a un minima au moins de solidarité qui est encore dans le corps des Africains. Alors, question encore plus pratique. Comment allez-vous réorganiser la gestion au quotidien de la mairie de Cocody? Ah oui. Est-ce que vous avez déjà fait un tour par l'état civil? Ah là là là, c'est pas possible là. C'est une foire. C'est une foire, c'est une cacophonie. Alors, le principe est simple. Allez en Europe, ceux qui voyagent beaucoup. Vous voulez faire un extrait de naissance, vous voulez faire un document. Dès que vous arrivez, en quelques minutes, vous avez le papier. Souvent, même les bureaux sont pratiquement vides parce qu'il n'y a pas assez de monde. Mais pourquoi? Parce qu'il faut, non seulement, c'est là que les nouvelles technologies doivent intervenir, il faut informatiser sérieusement le système, de sorte qu'on n'a pas souvent besoin de se déplacer pour faire ce document. Deuxièmement, ils ont oublié que Cocody a grandi, comme vous l'aviez dit. Mais il faut décentraliser les choses. Moi, j'attends décentraliser. Je vais décentraliser les services pour une question de proximité pour que les populations puissent facilement avoir accès à nos différents services pour pouvoir faire les documents. Deuxièmement, je vais informatiser pour que même quand vous n'êtes pas à Cocody, vous n'êtes pas à Abidjan, vous avez la possibilité d'avoir sous une certaine forme votre document sans faire beaucoup trop d'efforts. Alors, toute dernière préoccupation, sous quel signe placez-vous cette campagne? Ben, je passe cette campagne sur le signe du renouveau. Il faut un véritable renouveau. Il faut un véritable renouveau et c'est ce défi qu'il faut qu'on relève. Je vous remercie. Merci. Et bonne campagne. Merci bien.